Pourquoi deux interrogations? Parce que le monde d'aujourd'hui est un monde compliqué, qu'il va continuer à influencer beaucoup notre sort, où que nous soyons sur cette planète. Donc la globalisation va continuer. Et quelle est la direction de cette globalisation dans un monde qui peut nous rendre un peu perplexes, le Brexit, l'élection de M. Trump, le comportement des Russes, ce qui se passe une fois de plus au Moyen-Orient. Tout ça sont des questions un peu angoissantes. Et ce que nous avons essayé de faire dans ce livre, qui c'est vrai porte un titre un peu immodeste, Où va le monde, c'est de donner aux lecteurs et aux lectrices non pas une vérité, mais des clés. Des clés pour décoder, pour interpréter, pour analyser, pour comprendre ce monde. Et nous le faisons à partir de deux visions différentes. Celle de Nicole Miezotto, qui est une géopolitologue, et la mienne, et moi je suis plutôt géoéconomiste que géopolitologue. Et au fond, la question, c'est laquelle de ces logiques? Est-ce que c'est celle de l'intégration économique, avec ses côtés positifs et parfois négatifs, ou est-ce que c'est celle des passions politiques, comme on peut le penser parfois quand on regarde l'élection de M. Trump? Et donc, nous essayons de répondre à cette question, non pas de manière définitive, mais en donnant aux uns et aux autres des moyens de leur propre analyse et au fond de leur propre conviction. L'intégration économique, qui a de grandes vertus, la globalisation des systèmes de production de biens et de services, a aussi des coûts. Il y a aussi, ça marche parce que ça fait mal, et ça fait mal parce que ça marche. Et en tout cas en Europe et aux États-Unis, on n'a pas toujours ces derniers temps trouvé les moyens de traiter les conséquences sociales de cette globalisation économique. C'est un peu comme, au fond, au 19e, au moment de la révolution industrielle. On a créé de grandes efficiences économiques, mais aussi, on a aussi créé un prolétariat qui a dû lui-même se mobiliser pour conquérir des droits qu'il n'avait pas. C'est un peu ce qui se passe au niveau global. Et donc, à court terme, c'est incertain. À long terme, je pense, et je ne suis pas sûr que Nicole Miezotto soit en désaccord avec moi sur ce point, à long terme, je pense que les vertus de l'intégration économique finiront par prévaloir sur les passions de la division politique. Et d'ailleurs, si on regarde le monde d'aujourd'hui, ce sont, comme par hasard, les zones qui sont restées en dehors de la globalisation qui sont les plus meurtrières, qui sont celles où les conflits sont les plus violents. Il suffit de penser au Moyen-Orient, par exemple. Je crois que le Maroc, sur le moyen terme, sur 20 à 30 ans, est un assez bon exemple d'une réussite entre la géopolitique et la géoéconomie. Je crois que tout le monde reconnaît que la manière dont le Maroc a retrouvé l'Union africaine est un succès diplomatique. Je pense que ce succès diplomatique n'aurait pas été disponible si l'économie marocaine n'avait pas performé, non pas de manière exceptionnelle, mais de manière tout à fait correcte sur le moyen terme. Il y a là une liaison entre les deux. Et je crois que cette idée que la géopolitique et la géoéconomie, ça marche main dans la main, c'est d'ailleurs un peu ce que nous essayons de faire, nous, Européens, avec l'Union européenne, c'est une idée de demain, à condition de bien comprendre que les logiques des deux côtés ne sont pas les mêmes. Je crois que quand on regarde là aussi sur le moyen terme, nos amis algériens n'ont pas pris la même option d'ouverture, n'ont pas pris la même option économique, n'ont pas pris la même option géopolitique, n'ont pas pris la même option géostratégique. Le cas du Maghreb est un cas clairement où les forces de la politique l'ont emporté sur les forces de l'économie. L'intégration économique maghrébine ferait du sens. Il suffit de voir ce qui se passe dans d'autres sous-régions africaines. Il suffit de voir ce qui se passe sur le continent latino-américain ou en Asie. Eh bien, la politique en aura décidé autrement. Et je le pense encore pour un grand moment. Ce qui explique d'ailleurs cet intérêt du Maroc pour la CEDEAO et cet intérêt de la Tunisie pour la COMESA. Ce sont des signes qui, à mon avis, sont tout à fait clairs. Bonne position, ça n'est ni le pessimisme ni l'optimisme, c'est l'activisme. Mais je pense que le Maroc est un très bon exemple de cette jointure nécessaire entre l'Europe et l'Afrique. Le destin du Maroc est africain, il est aussi européen.
Et je pense que dans l'avenir, le Maroc est un des endroits où se jouera, de manière positive ou pas, la relation euro-africaine. Pour l'instant, de manière plutôt positive. Nous savons que l'Afrique est engagée dans une course de vitesse entre la croissance de sa population et la croissance de ses économies. Et je ne mets pas toujours l'Afrique au singulier, hein, il y a des Afriques. Je pense que, de même que je crois que selon que l'Europe se fera ou pas, le monde en sera un peu meilleur ou un peu moins bon. Je pense que selon que le Maroc réussira ou non, la relation euro-africaine sera plutôt meilleure ou plutôt moins bonne.